Salut à tous, c'est Omen. Bienvenue dans cette vidéo de la Arkham JCE TV, connaissance interdite consacrée à la carte présence motivante. Dans cette vidéo, on va présenter la carte, présenter ses forces et ses limites, on va la comparer avec d'autres cartes existantes dans la collection, et puis enfin, on va examiner son utilisation, les synergies les plus évidentes, celles qui sont un petit peu plus capillotractées. On commence donc par une présentation de la carte. Donc, Présence motivante est une carte de compétence issue du cycle de Carcosa. C'est une carte de compétence qui a le trait inné et dont le texte dit « Si ce test de compétence est réussi, redressez un soutien allié dans votre lieu et soignez-le de un dégât ou une horreur ». C'est une carte qui a 3 icônes, une icône de volonté, une icône d'intelligence et une icône de force. Alors c'est la première chose qu'on peut dire sur cette carte de compétences, c'est que déjà elle permet de booster 3 compétences. C'est extrêmement polyvalent. Donc en plus quand on examine les icônes et quand on regarde les compétences testées par rapport aux statistiques de la classe gardien, on voit que l'icône qui a été exclue, c'est l'icône d'agilité qui est la compétence faible, qui est la compétence qu'on ne va pas tester en gardien. C'est celle pour laquelle, en tout cas, on ne va pas attribuer d'icône. Et donc, du coup, on a 3 icônes qui sont pertinentes, qui vont être toujours utiles pour la classe gardien. Le deuxième point sur présence motivante, c'est qu'il apporte un soin et surtout, il apporte un soin sans action. Donc ça, c'est un point qui est extrêmement avantageux. On n'a pas beaucoup de cartes en gardien qui permettent de soigner des dégâts ou des horreurs sans action. Présence motivante est l'une d'entre elles, donc elle permet, voilà, dans le cadre d'un test, de soigner un dégât ou une horreur. Le troisième point, c'est que le soin peut cibler un allié dans le lieu. Donc ça, c'est assez positif, c'est assez bénéfique dans le cadre d'une dynamique coopérative. On n'est pas sur un design qui nous permet de nous préserver. On peut tout à fait dépanner un copain avec présence motivante en soulageant un de ses alliés d'un dégât ou d'une horreur. Et puis le dernier point, évidemment, c'est le redressement d'alliés qui est évidemment très avantageux, qui va permettre de tirer bénéfice une deuxième fois lors d'un round d'un effet d'un allié dont le coût serait son inclinaison. Voilà pour les avantages de présence motivante. On va maintenant passer aux limites de la carte. Au niveau des limites de présence motivante, ce qu'on peut observer, c'est quand on voit les icônes fournies par la carte, on voit que certes c'est quelque chose de très polyvalent, mais que finalement à chaque fois qu'on va l'attribuer, elle ne va fournir qu'une seule icône. Une icône, c'est bien, ça permet d'assurer la valeur impaire, ça permet d'assurer le -5 ou le -3 par rapport au -4 et au -2, mais c'est pas ça qui va nous permettre de réussir un test. Donc voilà, donc on est finalement sur un boost qui est relativement insuffisant. La deuxième limite de la carte, c'est le fait que le soin apporté va être finalement relativement faible. On est sur la carte qui va la moins soigner du jeu. Donc on n'est pas sur une solution solide et pérenne de soins. Et enfin, la dernière limite de la carte, c'est qu'elle est très circonstancielle. Elle est conditionnée à la présence d'alliés en jeu. Donc si vous avez des alliés qui s'inclinent et qui ont des dégâts ou des horreurs, elle est utile. Mais si dans votre main de départ, vous avez 2 présences motivantes et que vous n'avez pas d'alliés, vous avez 2 cartes mortes jusqu'à temps que vous puissiez poser un allié et que vous lui infligez des dégâts ou des horreurs. Voilà pour les limites de la carte. On va maintenant la comparer avec d'autres cartes qui sont présentes dans la collection, des cartes qui ont le même design qu'elle et des cartes qui produisent des effets similaires à présence motivante. Donc, au niveau des cartes qui ont le même design que présence motivante, on peut déjà observer les cartes qui ont été fournies dans le cadre du même cycle, le cycle de Carcosa, mais qui appartiennent aux différentes classes. Donc on va avoir en survivant des gourdis, en chercheur Eureka, et en truand, regardez ça. Donc ce sont des cartes qui, comme présence motivante, vont fournir 3 icônes différentes et comme présence motivante, vont avoir un effet iconique
de la classe à laquelle elles appartiennent. Dégourdi, la première, c'est une compétence survivant qui va fournir 3 icônes et qui va permettre, en cas de réussite, de renvoyer une carte survivant de la défausse dans sa main. Cette carte, c'est un auto-include. C'est une carte qu'on intègre dans tous les decks survivants ou tous les decks qui peuvent splasher du survivant. Pourquoi? Parce que n'importe quelle carte qui a un effet ne serait-ce que un peu important, un peu déterminant dans le jeu, pourra être montée avec Dégourdi. Pour remonter un chanceux, vous intégrez Dégourdi. Pour remonter un véritable survivant, vous intégrez Dégourdi. Pour remonter un se montrer à la hauteur, pour remonter, enfin voilà, Dégourdi, ça va vraiment être la carte qui va rendre récursif des effets très chouettes dans la classe survivant. C'est l'auto-include par excellence. En chercheur, on a Eureka qui fournit aussi 3 icônes et on est aussi sur 3 icônes qui sont relativement pertinents au regard de la classe. Les chercheurs vont avoir tendance à essayer d'assurer les tests de volonté. Ils vont évidemment faire des tests d'intelligence et puis parfois, certains chercheurs peuvent aussi se débrouiller en agilité. Donc on a 3 icônes qui sont pertinentes et on a en cas de réussite un tutorage de 3 cartes. C'est un effet qui est toujours utile, qui est toujours chouette. Ça permet de sortir la carte qu'on veut, qui n'a pas pu être sortie en main de départ. C'est aussi une carte qui s'intègre dans un archétype, l'archétype recherche, et qui a des synergies avec beaucoup d'autres cartes. Eureka est pratiquement comme Dégourdi, un auto-include. En truand, on va avoir Regardez ça. Donc Regardez ça est un peu moins populaire que les 2 premières pour plusieurs raisons. Donc Regardez ça, ce qu'il fait, c'est que il fonctionne un peu sur un design type casino. On va miser 3 ressources et jusqu'à 3 ressources, pardon, et en cas de réussite, avec une différence de 1, on double la mise. Regardez ça, c'est une solution de génération de ressources sans action qui est assez intéressante en truand, mais d'abord elle est fragile, il faut assurer son méga test, et quand on tire un échec automatique, on pleure toutes les larmes de son corps, parce que généralement, si on avait misé 3 ressources pour en récupérer 6, c'est qu'on en avait besoin. Et puis, surtout, la grosse limite de Regarder ça, ce sont les icônes. C'est le fait que la carte exclut l'intelligence et inclut la volonté. La volonté, c'est pas une compétence qui va beaucoup être testée en truand. Il y a guère que Séphina Rousseau et puis en mystique Dexter Drake qui vont utiliser cette icône de volonté, et à contrario, exclure l'intelligence, c'est exclure les tests qui impliquent l'étui de crochetage, donc ce super activateur de méga test, et donc voilà, donc la carte a un peu moins d'application, mais elle rentre dans tous les decks de gestion d'ennemis par la force et par l'évasion. Elle rentre chez Séphina et chez Dexter, je l'ai déjà dit, donc ça reste une carte qui, selon les decks, rentre bien. Et donc on a Présence motivante qui, à côté de ces 3 cartes, auto-include, quasi-auto-include, rentre bien selon les decks, et un petit peu le parent pauvre. Voilà pour les cartes qui partagent le design. On va maintenant passer aux cartes qui ont des effets analogues. Et on va commencer par les cartes qui redressent des soutiens. On a, avec le pack Nathaniel Shaw, Galvanisé. Galvanisé, c'est un événement gardien qui est apparu avec le pack Nathaniel Shaw et qui a le trait esprit et qui coûte 2 ressources et qui est rapide et qui permet de redresser un soutien gardien et de prendre une action qui ne peut être que consacrée au fait de combattre. Donc Galvanisé, à l'heure actuelle, c'est pas une carte qui est intégrable à proprement parler. Pourquoi? Parce que à l'heure actuelle, il y a très peu de cibles qui sont éligibles pour Galvaniser. On a peu de soutiens gardiens qui s'inclinent et qu'on pourrait redresser. On en a quelques-uns, mais finalement, en fait, le nombre de cibles de Galvaniser est trop peu redondant pour qu'on puisse justifier de l'intégrer dans son deck et puis d'en faire quelque chose d'intéressant. Mais bon, c'est une carte qui est récente,
Et surtout, les designers ont le chic de nous sortir des cartes, et puis 3 cycles après, de sortir toute la synergie qui va intégrer ces cartes. Et puis donc, quand on déballe, on se dit « Ah bah oui, en fait, galvaniser, ce serait vachement bien avec cette carte-là. » Donc là, voilà, galvaniser, c'est pas une carte qui à l'heure actuelle est intégrable, mais c'est une carte voilà qu'il va falloir suivre, qui a le même effet que présence motivante, celui de redresser un soutien, mais qui pour l'instant, au regard de son coût, voilà, on va pas dépenser un slot de deck pour l'intégrer. On a également des cartes qui soignent des alliés. On a Premier Soin XP. Premier Soin XP, c'est un soutien gardien qui coûte 2, qui coûte 3 XP, qui a le trait talent et science, et qui n'occupe pas d'emplacement, et qui a 4 provisions, et qui permet, contre la dépense d'une provision et contre la dépense d'une action, de soigner un dégât et une horreur d'un allié dans son lieu. Donc c'est un soutien qui est très cher en action pour le soin et qui est, je dirais, relativement rigide. On va soigner un dégât et une horreur d'un soutien, donc soit de soi, soit d'un allié. C'est très rigide, ça implique qu'il faille qu'il y ait un dégât et une horreur sur son allié. Parfois, on a des alliés qui ont 1 point de vie, 2 points de santé mentale, donc Premier Soin ne va pas bien les cibler. Donc voilà, donc on est sur quelque chose qui est très rigide, même s'il permet de soigner les alliés, et très cher en action. On va avoir également soin d'urgence. Soin d'urgence, c'est un événement qui coûte 2, qui a le trait perspicacité et qui permet de soigner 2 dégâts de soi-même ou d'un soutien allié. Donc c'est pareil, on va être sur la même problématique que pour Premier Soin. On est sur quelque chose de très rigide qui soigne 2 dégâts. Ça peut rentrer dans certains decks, je pense notamment à Joe Diamonds. Ça peut rentrer, pourquoi pas, chez Mark Harrigan qui va avoir des gros besoins de soins de dégâts s'il utilise sa capacité signature. Mais c'est une carte voilà qui est chère, qui coûte une action et qui est très rigide. Et puis, on va avoir le miroir sacré. Le miroir sacré, c'est la meilleure solution de soin du jeu. Le miroir sacré, c'est un accessoire qui coûte 2, qui a le trait relique, béni, occulte, enfin qui a beaucoup de traits, qui occupe donc un emplacement d'accessoire, c'est logique pour un accessoire. Et qu'est-ce qu'il fait le miroir sacré? Il permet de convoquer une myriade, donc une myriade de 3 sorts, les mélodies apaisantes. Il y en a une qui arrive en main, 2 autres qui sont mélangées dans le deck, et chaque mélodie apaisante va soigner 2 dégâts ou horreur ou un panachage des 2 parmi les investigateurs et les soutiens alliés dans le jeu. Donc on est sur un soin qui enlève 2 points de dommages, dégâts ou horreur, et qui est totalement panachable entre les alliés, entre les investigateurs dans le lieu, entre tout le monde. On est sur quelque chose qui est très souple. En plus, il a une version XP qui permet de rendre les mélodies apaisantes très récursives. Le miroir sacré, ça va vraiment être la solution de soin qui va écraser toutes les autres, qui va renvoyer toutes les autres solutions de soins dans les classeurs. Voilà, c'est une carte qui est extrêmement chouette. Voilà pour les cartes avec lesquelles on peut comparer présence motivante, des cartes qui ont le même design, des cartes qui produisent des effets analogues. On va passer maintenant à l'utilisation de présence motivante. Au niveau d'utilisation, on va commencer par examiner les synergies les plus évidentes. On va examiner les synergies de la classe gardien, celles qui sont très classiques et celles pour laquelle la carte présence motivante a été designée. On va commencer par les alliés dits écorchés, ces alliés auxquels on inflige des dégâts ou des horreurs pour obtenir un effet de jeu. Et le premier, celui que tout le monde connaît, le flic en patrouille. Donc le flic en patrouille, la version XP bien entendu, c'est un allié qui a le trait police, qui coûte 4 et 2 XP, et qui contre une inclinaison en capacité rapide va infliger un dégât à un ennemi dans un lieu. Le flic en patrouille, il est vraiment très utile parce que d'une part, il permet de faire les finitions face aux ennemis qui ont un nombre de dégâts impair, et puis d'autre part, il permet de cibler les ennemis non engagés, les ennemis distants. Je pense notamment aux engoulevents, il est très pratique pour ça. Avec présence motivante, on va pouvoir utiliser 2 fois sa capacité dans un round. D'abord l'incliner, infliger un dégât, faire un test de force, le redresser, lui soigner un dégât, et puis refaire un dégât par la suite
en rapide en lui infligeant un nouveau dégât. Voilà pour le flic. On va avoir également sa cousine, Grete Wagner, qui est apparue avec le pack Nathaniel Shaw. Donc pourquoi sa cousine? Parce que Grete ressemble beaucoup au flic en patrouille au niveau du design, mais c'est un peu un mix entre le flic en patrouille et la capacité signature de Roland Banks. Donc Grete, qu'est-ce qu'elle fait? Elle bonifie la force, très bien, parfait, en gardien c'est toujours utile. Et puis elle va, dès lors qu'on tue un ennemi et contre une inclinaison et un dégât, découvrir un indice dans le lieu. Donc l'utilisation de présence motivante avec Grete Wagner, elle peut se justifier d'abord si on est sur un cycle, une campagne avec des ennemis qui ont peu de points de vie. C'est le cas des dévoreurs de rêves où on a des ennemis qui ont un trait nué qui se comportent en fait comme une grappe de plusieurs petits ennemis qui ont peu de points de vie. Donc là, Grete Wagner va être très utile pour découvrir plusieurs indices dans le lieu en s'attaquant à une nuée. Et puis voilà, elle va être une très bonne cible pour présence motivante. Et puis on va avoir les renforts de l'agence. Donc les renforts de l'agence, c'est un allié. Bon, c'est un allié puisqu'ils occupent un emplacement d'allié à eux tout seuls, qui coûte 7, qui coûte 5 XP. Donc ça va être une carte autour de laquelle on va construire son deck. Les renforts de l'agence, donc ils sont apparus avec le cycle, le cercle brisé. Ils ont 4 points de vie et 4 points de santé mentale. Et contre une inclinaison et un dégât, ils vont infliger un dégât à un ennemi dans le lieu. Et contre une inclinaison et une horreur, ils vont découvrir un indice dans un lieu. Le tout sans que ça coûte d'action, c'est extrêmement puissant et voilà, dans ce cadre, les renforts de l'agence sont vraiment une très bonne cible pour présence motivante. On va un petit peu du coup, par rapport à ça, examiner les investigateurs qui sont les plus à même de tirer bénéfice de ces cartes d'alliés qu'on écorche. Alors évidemment, ces alliés, le flic et Grete notamment, ce sont des auto-includes, ce sont les alliés qui occupent beaucoup des emplacements d'alliés dans des gardiens parce qu'ils bonifient la compétence forte. Donc je vais pas faire la liste de tous les investigateurs qui auraient intérêt à intégrer le flic ou Grete et du coup présence motivante parce que je listerai toute la classe gardien. Je vais lister les investigateurs principaux, ceux qui vont avoir un combo, une synergie supplémentaire par rapport à leur capacité ou par rapport à leur carte signature. Donc on va commencer par le plus évident, Leo Anderson, qui lui a une capacité signature qui lui permet, sans que ça coûte d'action, de mettre en jeu un allié au début de son tour en réduisant son coût de 1. Évidemment, Leo Anderson, sur un deck construit autour de sa capacité signature, c'est-à-dire avec des charismes, avec demander un service pour jouer sur la récursivité des alliés, Leo Anderson va être vraiment le bon candidat pour intégrer ces alliés qu'on écorche et pour jouer et pour intégrer présence motivante dans le deck. Ça tombe bien, fluffiquement, c'est lui qui est sur le visuel de la carte, c'est lui aussi qui est l'objet du texte fluff très sympa de la carte, donc voilà, on est sur quelque chose de cohérent, on va pas chercher midi à 14h, Leo Anderson il est sur la carte, la carte s'intègre bien chez Leo Anderson. On va aussi avoir Mark Harrigan. Et pourquoi Mark Harrigan? Parce que Mark Harrigan, avec sa capacité signature, il va, dès lors qu'on inflige un dégât à une de ses cartes, dès lors qu'on pose un dégât, sur l'une de ses cartes, il va piocher. Et ça, c'est ce qui fait de Mark l'un des meilleurs gardiens du jeu. Pourquoi? Parce que au-delà de ces statistiques qui sont quand même relativement sympas, on va avoir un gardien qui va être bon sur le principal point faible des gardiens. L'un des principaux points faibles des gardiens, c'est la pioche. Donc Mark Harrigan, il va avoir intérêt à intégrer des cartes qui vont prendre des dégâts pour piocher et avoir un deck très dynamique. Donc voilà, donc ces deux investigateurs, Leo Anderson parce que c'est cohérent avec sa capacité signature et d'avoir des alliés, et puis Mark Harrigan parce que c'est cohérent aussi avec sa capacité signature de mettre des dégâts sur des cartes.
On va faire une petite mention à Caroline Fern. Alors non, Caroline Fern n'a pas intérêt à intégrer le flic en patrouille ni Grete Wagner par rapport à ses statistiques, ce serait pas très cohérent. Néanmoins, on peut remarquer par rapport à Caroline que Présence motivante est une carte qui soigne des horreurs et qui peut en fait activer sa capacité signature en rapide sans que ça lui coûte d'action. Voilà pour l'intégration la plus évidente de Présence motivante, les alliés qu'on écorche. On va maintenant passer à des intégrations dans d'autres classes, des intégrations un peu plus convoïdes, un peu plus recherchées, des cas, des situations dans lesquelles on va pouvoir jouer Présence motivante. Présence motivante va être utile dans les decks. On va commencer par la classe truand, donc les 3 investigateurs truands qui peuvent intégrer du gardien. On a Schizotool, on a Jenny Barnes et on a Tony Morgan. Et on va examiner une alliée qui est assez récente, qui est sortie récemment avec les packs investigateurs, qui est une alliée qui, bien qu'étant récente, a déjà réussi à se tailler une place de choix parmi les alliés de la classe truand, ce qui est assez difficile parce que les alliés sont très chouettes en truand. Cet allié, c'est Lonnie Rittner. Lonnie Rittner, c'est un allié qui est apparu avec le pack Winifred Abamok. C'est un allié qui coûte 4, qui bonifie la force et surtout qui a une capacité déclenchée. Donc contre une inclinaison et une ressource, on soigne un dégât sur un objet détenu par un investigateur dans notre lieu et on soigne une horreur sur Lonnie Rittner. Alors, Lonnie Rittner a été faqué pour clarifier sa capacité. Il faut obligatoirement qu'il y ait un dégât sur un objet dans notre lieu à soigner pour que Lonnie puisse se soigner d'une horreur. L'inverse n'est pas forcément vrai. Lonnie peut soigner un dégât sur une armure sans avoir d'horreur sur elle, mais par contre, voilà, son soin est très circonstanciel. Il est conditionné au fait d'avoir un dégât sur un objet dans notre lieu. Donc les objets qui peuvent être éligibles, c'est principalement des armures, c'est-à-dire des soutiens qui utilisent des emplacements corps et qui tankent des dégâts. On va avoir la veste en cuir, le manteau de cuir, le gilet pare-balles, la robe de la nuit éternelle. Et donc le nid va fonctionner souvent de pair avec la veste en cuir qui coûte 2 et qui est rapide et qui est apparue avec le même pack. Mais elle peut aussi très bien fonctionner en synergie de table, en synergie interdeck, notamment avec la robe de la nuit éternelle. Si vous jouez avec un mystique qui a la robe, qui va souvent tanker des dégâts, qui va souvent être le moyen pour les mystiques de tanker des dégâts, Lonnie Rittner peut tout à fait fonctionner sur la table. Alors, la grosse limite de Lonnie, c'est que sa capacité est très circonstancielle. Et quand on va jouer avec elle, on va tendance à chercher des dégâts à infliger sur notre armure pour pouvoir utiliser sa capacité. Donc vous allez me dire, pourquoi chercher à la redresser? Pourquoi chercher à utiliser une deuxième fois sa capacité à l'échelle d'un round alors qu'on galère déjà pour la première? L'explication est assez simple. Le prochain cycle aux confins de la Terre nous sort plusieurs cartes qui vont permettre des combos très chouettes avec Lonnie Rittner. La première, c'est une armure, c'est la grosse fourrure ou la lourde fourrure, The Heavy Fur. La carte n'a pas encore été traduite. Cette carte, c'est une armure qui est neutre et qui permet d'annuler un pion KO, d'en révéler un autre, donc pion KO hors échec automatique, et d'infliger un dégât à une armure. Donc, cette carte-là, elle va corriger totalement la limite de Lonnie Rittner, la limite qui est on doit chercher un dégât à soigner pour activer sa capacité. Ben là, le dégât, on va le trouver, puis on va bien le trouver parce qu'il nous permet on l'obtient en annulant un pion KO, ce qui est franchement toujours très utile. Donc on va avoir potentiellement un combo, on va pouvoir annuler un -5 pour tirer, je sais pas, je dis une bêtise, je suis toujours très optimiste, un Elder Sign, et puis on va en plus se soigner d'une horreur sur Lonnie Rittner. Et dans ce cadre-là, on va pouvoir aborder un nouveau test en faisant rebelote la même, quoi, c'est-à-dire en réannulant un pion KO et puis en resoignant une horreur sur Lonnie Rittner.
On va avoir un autre objet qui va bien comboter avec l'Oni Rittner. Cette fois-ci, c'est un accessoire. C'est la précieuse relique. Donc, pour l'instant, ça n'a pas encore été... Enfin, la traduction n'est pas encore sortie. Donc, c'est Memento Precious ou Precious Memento. Donc, c'est une relique qui permet de tanker des dégâts et des horreurs. Et suivant la version, elle se soigne en cas de réussite avec une différence de 2, de l'un ou de l'autre, ou en cas d'échec avec une différence de 2. Tout simplement, en fait, ce qu'on peut se dire, c'est que c'est un objet qui tank 3 dégâts, et donc l'Oni va pouvoir cibler cet objet beaucoup plus facilement, et on va être sur quelque chose du coup qui va permettre d'utiliser beaucoup plus facilement l'Oni, de l'utiliser de manière beaucoup plus régulière dans un tour, parce qu'on a un objet qui va tanker plus, enfin un nombre de dégâts qui va être supérieur à 2, et donc sur lequel on va pouvoir stocker des dégâts et utiliser, abuser un petit peu de la capacité de l'Oni Rittner. Donc voilà ce qui pourrait justifier l'intégration d'un présence motivante avec l'Oni Rittner, les synergies à venir et le fait que l'Oni va vraiment prendre une place un peu plus importante dans les decks truands sur le volet soins d'horreur et soins de dégâts grâce à ces deux cartes, donc la grosse fourrure et puis la précieuse relique. On a également en truand Lola Santiago. Donc Lola Santiago, c'est une alliée très chouette, c'est l'une des meilleures alliées de la classe truand. C'est une alliée qui est apparue avec le cycle La Civilisation Oubliée, qui coûte 3 XP et 3 ressources, qui a le trait voyageur, qui bonifie l'intelligence et l'agilité. Et Lola Santiago, on peut la payer et l'incliner, et on la paye du montant de la valeur occulte du lieu pour gagner un indice en rapide. Alors, pourquoi elle est très chouette, Lola Santiago? Parce que ses tarifs sont égaux à la valeur occulte du lieu. Et on a un combo qui est très classique avec Lola Santiago, c'est le combo lampe torche Lola. On va utiliser la lampe torche, on va baisser de 2 la valeur occulte, et pendant le test, on a une fenêtre de joueur où on peut activer Lola, l'incliner, payer 0 ressources et remporter un indice de plus. Et donc dans ce cadre, si on est dans un lieu donc à 2 de valeur occulte, on va pouvoir avec présence motivante abuser de ce combo et remporter des indices en rapide, voilà, 2 indices consécutifs en rapide. Voilà pour Lola Santiago. On va maintenant passer à un troisième allié qui est un allié très récent, qui est aussi apparu avec le pack Winifred Abamok, c'est Chuck Fergus. Chuck Fergus, c'est un allié donc, qui est apparu avec le pack Winifred, qui coûte 3 et qui coûte 5 XP, donc ça va être l'allié autour duquel on va centrer son deck, et c'est un allié qui est extrêmement chouette. Pourquoi? Parce qu'il va cibler les événements tactiques ou ruses, et il va nous permettre, dès lors qu'on joue un événement tactique ou ruse, de l'incliner et de choisir 2 parmi les 3 options suivantes, soit rendre l'événement rapide, soit réduire de 2 son coût, soit avoir un bonus de 2 à sa valeur de compétence. Donc c'est l'allié, enfin moi personnellement quand je l'ai déballé j'étais hystérique, j'ai fait oh pas possible. Et puis en fait quand on cherche à construire un deck autour de Chuck Fergus, c'est un petit peu plus compliqué. Alors moi, à chaque fois qu'il y a une carte qui sort, je scrute voir s'il y a un trait ruse ou un trait tactique, justement dans l'idée de construire un deck autour de Chuck Fergus. Mais il y a des choses malgré tout qui sont possibles. En gardien, on a un paquet d'événements qui ont un trait tactique, et notamment avec le pack Nathaniel Shaw, on a des événements qui peuvent rentrer dans un deck Chuck Fergus. Donc on a par exemple Viens par ici, on a gauche-droite, on a l'explosion de dynamite, on va avoir aussi, enfin voilà, on a une série d'événements qui sont très chouettes, qui vont très bien aller chez Tony Morgan notamment, et puis on va avoir aussi d'autres événements qui ont le trait russe qui marchent eux plus à l'agilité et qui vont bien aller chez Schizotool. Voilà, et on a moyen de faire un deck par le biclassage gardien. Ça tombe bien, c'est la classe de la carte qu'on présente aujourd'hui. On a moyen de faire un deck centré autour de Chuck Fergus et du soutien arcane dédoublé qui permet de jouer 2 fois de suite un même événement. Donc là, on voit le schéma. On joue un événement qui implique un test
un test de force, on incline Chuck Fergus, on attribue présence motivante qui nous permet de redresser Chuck Fergus, on incline dédoublé qui nous permet de rejouer notre événement et on réincline Chuck Fergus. Donc là, vous imaginez un peu les effets chez Tony Morgan qu'un gauche-droite fait 2 fois de suite, soit en étant rapidifié, soit en réduisant de 2 son coût, soit en augmentant de 2 la valeur de compétence lors de la résolution de l'événement. On est sur quelque chose qui peut être extrêmement puissant pour la gestion des ennemis. Voilà pour Chuck Fergus. On va maintenant examiner l'intégration de présence motivante au sein de la classe survivant. Donc on va examiner les investigateurs qui peuvent intégrer la carte. On va avoir à ScanPit par les règles d'intégration de construction de deck de Dunwich, donc 5 cartes parmi les autres classes. On va avoir William Yorick qui est l'investigateur biclassé gardien par le biclassage traditionnel, c'est-à-dire intégrer des cartes de niveau 0 à 2 de la classe gardien. On va avoir aussi Silas Marsh qui peut intégrer présence motivante parce qu'elle a un trait inné. Et puis enfin, on va avoir Daniela Reyes qui est l'investigatrice du cycle Aux confins de la Terre qui va sortir, qui est donc une investigatrice bleue d'apparence, mais qui suit une règle de biclassage inversé, c'est-à-dire que elle va évoluer et intégrer les cartes XP de la classe survivant, et donc elle va plutôt aller vers des objets et des attributs survivants. Donc on va plutôt la classer avec les survivants. Donc on va commencer par les alliés un petit peu traditionnels de la classe survivant. Une qui est très classique, qu'on connaît très bien, c'est Madame Labranche. Donc Madame Labranche, c'est le rouage principal de l'archétype pauvre, elle va fonctionner avec la hache d'incendie, elle va fonctionner avec cacher son jeu, et Madame Labranche, ce qu'elle va faire, c'est que à l'issue d'une attaque avec la hache d'incendie où on n'a plus de ressources, on va incliner Madame Labranche, on va récupérer une ressource et on va pouvoir engager une nouvelle attaque en bonifiant sa force de 2 pour réussir son test de compétence. Donc Madame Labranche, la redresser c'est très chouette parce que ça permet en fait de récupérer encore une ressource pour bonifier le prochain test, et donc présence motivante va être un moyen de pouvoir utiliser Madame Labranche 2 fois consécutives lors d'un round. Donc elle est très utile pour l'archétype pauvre, et donc on peut l'envisager chez Ashcan et on peut l'envisager chez Silas qui vont beaucoup jouer sur l'archétype pauvre. William Yorick peut-être un petit peu moins, ça peut tout à fait s'envisager, notamment sur un archétype tank où il va jouer de manière récursive le manteau de cuir et le précieux souvenir, mais William Yorick, par sa capacité signature, va plutôt aller sur autre chose que de l'archétype pauvre. Donc voilà pour l'intégration de présence motivante avec Madame Labranche. On va maintenant passer à un autre allié qui est beaucoup plus récent que Madame Labranche, qui est un allié qui est apparu avec le cycle d'Innsmouth, c'est Jacob Morrison. Donc Jacob Morrison, c'est un allié qui coûte 3 et 3 XP et qui fait quelque chose de très fort, de très chouette. Il fournit l'équivalent d'un chanceux contre une inclinaison. C'est-à-dire que si on devrait échouer à un test de compétence, il nous donne plus 2. Donc comme cet événement chanceux qui est un gros classique pour la classe survivant, Jacob Morrison est une solution un peu permanente de fourniture d'un chanceux. Alors, il a une spécificité, il a une limite, ce Jacob, il se redresse pas pendant la phase d'entretien, et donc il ne se redresse que par la révélation d'un béni, et que lorsque l'investigateur qui le possède révèle un béni, résout un béni lors d'un test de compétence. Donc ça va être sa grosse limite, ça va être un allié autour duquel on va construire un deck avec l'archétype béni. On va d'ailleurs plutôt le construire en solo ou en duo, où on va être susceptible d'être la personne qui va résoudre le pion béni, et on va peut-être pas forcément l'intégrer sur une table à 4 où on a potentiellement 3 autres joueurs qui peuvent vider la réserve du chaos de béni. Dans tous les cas, présence motivante est un moyen de redresser Jacob Morrison, autre que la synergie comboïde du béni. Donc si on intègre Jacob Morrison dans son deck,
on va avoir intérêt à compléter la dynamique bénie qu'on aura rajoutée en appui de Jacob Morrison par présence motivante qui permet de le redresser de manière contrôlée au moment où on le veut, au moment où on l'a choisi, par exemple pour anticiper un test pour lequel on aurait besoin de l'effet d'un chanceux. Donc voilà pour Jacob Morrison. On va maintenant passer à une autre alliée qui est un peu une carte classeur qui va peut-être être un peu moins rare avec ce qui va sortir. Cet allié, c'est Akina. Donc Akina, c'est un allié survivant de la boîte de base qui coûte 5 et 1 XP. Et Akina, quand on subit une attaque ennemie, on peut l'incliner, lui infliger une horreur et renvoyer les dégâts de son attaque ennemie sur un autre ennemi dans son lieu, tout en subissant quand même les horreurs. Alors pourquoi Akina est une carte classeur? Parce que sa capacité est très circonstancielle, elle nécessite qu'il y ait 2 ennemis dans le lieu, donc voilà, payer 5 pour ça, c'est pas forcément intéressant. Akina a une version XP qui est beaucoup plus intéressante, qui coûte déjà 1 de moins et surtout qui n'est plus circonstancielle. On peut renvoyer les dégâts d'un ennemi sur lui-même, mais malgré tout, elle a jamais vraiment réussi à trouver sa place dans un archétype au sein de la classe survivant. Alors pourquoi est-ce qu'elle va sortir des classeurs? Tout simplement grâce à Daniela Reyes, qui est donc l'investigatrice du prochain cycle et dont la capacité signature repose sur le fait de subir des attaques des ennemis. Donc Daniela, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh ben, dès lors qu'elle va subir une attaque ennemie, elle peut infliger un dégât à un ennemi ou lui échapper automatiquement. Et autour de Daniela, on va avoir sa carte signature qui va déclencher des attaques ennemies et on va avoir un pool de cartes fourni par le cycle aux confins de la Terre qui va reposer sur le fait de subir une attaque des ennemis pour récupérer un effet. Donc vraiment Akina, ça va être l'allié de choix pour Daniela Reyes. Et dans un deck qui va être centré autour du fait de subir des attaques des ennemis, pouvoir incliner Akina, renvoyer les dégâts des ennemis sur eux-mêmes, puis la redresser et refaire pareil, donc redéclencher un effet qui inflige une attaque ennemie pour que Akina puisse renvoyer les dégâts sur les ennemis, ça va être extrêmement puissant. Daniela, ça va être une investigatrice qui va vraiment être redoutable en termes de gestion des ennemis. Voilà pour Akina. On va passer à une dernière carte qui peut être une cible de choix pour présence motivante. C'est pas une carte qui s'intègre dans tous les decks, ça rentre pas chez William Yorick, c'est Duke, la carte signature de Ashcan Pit, donc qui peut tout à fait être ciblée par présence motivante, même si Ashcan Pit a une capacité signature qui lui permet de redresser Duke. Cette capacité, elle est limitée à 1 fois par round, donc pourquoi pas redresser une 2e fois Duke grâce à présence motivante et bénéficier donc d'un bonus en force ou d'un bonus en intelligence. Pour conclure, on va le redire, présence motivante, c'est par rapport à ses sœurs des autres classes, un peu le parent pauvre, un peu le vilain petit canard. C'est une carte qui a une niche qui était déjà existante et déjà bien identifiée, qui est celle des alliés qu'on écorche, mais c'est une carte en fait dont l'utilisation peut se généraliser à d'autres classes, à d'autres effets. C'est toujours très chouette et très puissant de pouvoir réemployer l'effet d'un allié contre inclinaison et surtout de pouvoir le soigner. J'espère dans tous les cas qu'avec cette vidéo, j'ai réussi à vous convaincre de l'utilité de cette carte au-delà de l'archétype gardien autour de Mark et Léo Anderson. En tout cas, moi, je m'en suis convaincu puisque je vais le tester dans le cadre d'un deck Tony Morgan. Donc Tony Morgan qui va avoir le rôle du 3e homme, celui qui va un peu combattre et un peu enquêter, puisqu'on a fait le choix de tirer de manière aléatoire nos investigateurs et que dans la configuration qu'on avait, Tony ne pouvait que prendre le rôle du 3e homme. Donc il va un petit peu enquêter, il va avoir Lola Santiago et un module Lampe Torche Lola, et puis il va un peu combattre
aussi. Il va utiliser aussi le pool de la classe gardien pour découvrir des indices sans test. Et puis surtout, il va être sur le cycle de Carcosa avec ses 5 de santé mentale. Donc je lui ai aussi intégré un module avec Lonnie Rittner et les combos que je vous ai décrits précédemment pour lui permettre de bien tanker les horreurs. Voilà, donc je vous tiendrai au courant de l'utilité de présence motivante dans ce deck. Est-ce que j'ai réussi à utiliser Lonnie et à un peu abuser de sa capacité plusieurs fois dans un deck, ou est-ce que j'ai réussi à épauler suffisamment Amanda avec Lola Santiago dans la découverte d'indices. Voilà pour cette vidéo sur présence motivante. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite en commentaire à faire des suggestions pour des prochaines connaissances interdites. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.